Pendant que le monde entier fixait son attention sur les menaces de Trump envers l'Iran, une autre figure à Washington orchestrait discrètement sa propre stratégie. Cette personne s'appelle J.D. Vance. Ce que je m'apprête à vous dévoiler ce soir représente probablement la lutte de pouvoir la plus déterminante qui se joue actuellement dans les couloirs de la capitale américaine. Il ne s'agit pas d'un affrontement entre les États-Unis et l'Iran, mais bien d'un duel entre le président des États-Unis et son propre vice-président. Cette confrontation souterraine possède des répercussions directes sur la stabilité du cessez-le-feu, sur les marchés financiers mondiaux, sur les tractations diplomatiques à Islamabad et sur l'identité de celui qui, dans les mois à venir, contrôlera véritablement les leviers de la première puissance militaire planétaire. Restez avec moi car les différentes pièces de ce puzzle, une fois assemblées correctement, racontent une histoire que personne dans les médias traditionnels n'ose articuler ouvertement. Bienvenue sur Fait Créative. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie également de me soutenir avec un like et un commentaire pour nous aider à mettre en avant mes reportages. Sans votre aide précieuse, l'avancement ne me sera pas possible. Remontons 48 heures en arrière et examinons les événements dans leur séquence chronologique précise. Le 7 avril 2026, quelques heures à peine avant que Trump n'annonce publiquement le cessez-le-feu avec l'Iran, le New York Times publie un article approfondi signé par Jonathan Swan et Maggie Haberman, deux journalistes parmi les mieux connectés au cercle du pouvoir américain depuis plusieurs années. L'article porte le titre révélateur « Comment Trump a entraîné les États-Unis en guerre contre l'Iran » et il décrit avec une précision inhabituelle les réunions confidentielles de la Situation Room, les positions défendues par chaque participant, les hésitations de certains et l'enthousiasme d'autres. Ce timing de publication n'est absolument pas fortuit. Attendez, ce détail change absolument toute la donne. Selon cet article, confirmé par des sources citées dans The Hill et News Nation, J.D. Vance était le seul et unique conseiller dans l'entourage proche à avoir explicitement déclaré à Trump que cette guerre contre l'Iran constituait une erreur stratégique majeure. Pas en privé dans les coulisses, mais ouvertement en réunion plénière devant le président, devant Exet, devant Rubio, devant le général Kellogg. Vance a prononcé ces mots exacts. « Vous savez parfaitement que je considère cela comme une mauvaise décision. Mais si vous décidez malgré tout de poursuivre, je vous apporterai mon soutien. » Rubio, toujours selon le même article relayé par Yahoo News, a qualifié les espoirs israéliens de provoquer un changement de régime d'absolument absurde. Le directeur de la CIA, Radcliffe, a affirmé qu'Israël avait considérablement surestimé ses projections d'effondrement du régime iranien. Le général Kellogg, chef d'état-major interarmes, a clairement expliqué que les stocks de munitions américains seraient dramatiquement épuisés dans l'hypothèse d'un conflit prolongé. La chef de cabinet Susie Wiles exprimait ouvertement son inquiétude concernant le risque d'être entraîné dans un nouveau conflit au Moyen-Orient sans fin. Tous les participants autour de la table exprimaient des doutes substantiels, mais seul Vance les a formulés avec cette clarté brutale, et seul Vance a fait fuiter ces informations ultra précises avec un tel niveau de détail dans le New York Times, précisément le jour même de l'annonce du cessez-le-feu. Lorsque vous contrôlez les fuites d'informations exclusives vers les médias dominants, vous façonnez directement le récit qui sera retenu par l'histoire et par l'opinion publique. Il s'agit là de stratégies de communication politique au plus haut niveau de l'appareil d'État américain. Première partie, la dynamique de pouvoir qui redistribue complètement les cartes. Ce que les marchés financiers n'ont pas encore pleinement intégré dans leur modèle, mais que les observateurs stratégiques commencent sérieusement à analyser, c'est une réalité politique simple mais explosive. J.D. Vance est en train de se positionner méthodiquement et stratégiquement pour prendre la succession présidentielle. Regardons attentivement les faits, sans les embellir ni les interpréter de manière excessive. Fait numéro 1. Selon CBS News, Vance se trouvait physiquement en Hongrie au moment précis où les frappes les plus intenses étaient lancées contre l'Iran, apportant son soutien actif à la campagne électorale de Viktor Orban, absent des photographies officielles de la situation de crise à la Maison-Blanche, absent de Mar-a-Lago lorsque les premières frappes militaires ont été déclenchées le 28 février dernier. Selon Middle East Eye, les photographies officielles publiées par la Maison-Blanche montrent effectivement Vance présent à Washington aux côtés de Tulsi Gabbard,
une autre figure notoire anti-interventionniste du cabinet présidentiel. Fait numéro 2. Selon Axios, Vance aurait eu une conversation téléphonique particulièrement difficile avec le Premier ministre Netanyahou fin mars, lui déclarant sans détour que les projections israéliennes d'un renversement rapide du régime iranien n'étaient absolument pas réalistes. Il s'agit d'une évaluation lucide et documentée qui contraste radicalement avec le discours officiel martial de la Maison-Blanche à cette période. Fait numéro 3. Selon le Wall Street Journal et Al Jazeera, c'est précisément Vance qui mènera personnellement la délégation diplomatique américaine à Islamabad ce vendredi 10 avril pour les négociations cruciales de paix avec l'Iran. Il sera accompagné de Steve Witkoff et Jared Kushner dans cette mission diplomatique décisive. Voici l'élément que personne dans les médias traditionnels ne relie encore de manière explicite et claire. Vance s'est habilement arrangé pour être physiquement absent de Washington au moment précis où les décisions les plus controversées et les plus risquées étaient prises concernant les frappes militaires. Il a stratégiquement fait fuiter dans les médias dominants qu'il s'était opposé fermement à ces décisions en interne. Et il se retrouve maintenant propulsé au premier plan médiatique et diplomatique pour gérer directement les conséquences diplomatiques et négocier la sortie de crise. C'est une séquence politique extrêmement calculée et sophistiquée, que l'on soit d'accord ou non avec son contenu idéologique ou ses motivations personnelles. Concrètement, pour vous qui me regardez en ce moment, pourquoi est-ce que cette bataille de pouvoir interne à Washington devrait vous importer directement pour vos investissements sur les marchés et pour votre quotidien économique? Parce que la question fondamentale de savoir qui détient réellement et effectivement les commandes à Washington dans les prochaines semaines conditionnera directement la stabilité du cessez-le-feu fragile actuellement en place. Si Vance, largement considéré par les observateurs comme le négociateur pragmatique et moins idéologique, se retrouve en position de force diplomatique à Islamabad lors des négociations cruciales, les probabilités d'aboutir à un accord structurel et durable avec l'Iran augmentent substantiellement. Et selon les projections détaillées des analystes de DNB et Carnegie cités par Boursorama, un accord véritablement durable et crédible pourrait ramener progressivement le prix du baril de Brent vers 85 $ à moyen terme. Pour votre budget carburant personnel, pour vos chaînes d'approvisionnement professionnelles, pour le niveau d'inflation générale que vous subissez, cela représente concrètement la différence absolue entre une normalisation progressive et stabilisatrice des prix énergétiques et une rechute catastrophique vers 115 $ le baril si le cessez-le-feu actuel s'effondre brutalement dans les semaines qui viennent. Deuxième partie, le 25e amendement constitutionnel. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi revient-il maintenant dans tous les débats politiques à Washington? Il ne s'agit pas ici de politique partisane ou d'opinion subjective, mais bien de mécanique constitutionnelle pure qui possède des implications de marché extrêmement concrètes et mesurables. Voici précisément ce qu'est le 25e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1967, après l'assassinat du président Kennedy. La section 4, celle dont absolument tout le monde parle actuellement dans les couloirs du pouvoir, permet constitutionnellement au vice-président et à une majorité simple du cabinet exécutif de déclarer conjointement et officiellement que le président en exercice est dans l'incapacité médicale ou mentale d'exercer pleinement les pouvoirs et les devoirs de sa charge présidentielle. Si le président conteste formellement cette déclaration, c'est alors le Congrès qui doit trancher définitivement dans un délai constitutionnel strict de 21 jours calendaires. Une majorité qualifiée des 2/3 dans les deux chambres du Congrès est alors nécessaire pour confirmer officiellement l'incapacité présidentielle. Il s'agit d'une procédure constitutionnelle parfaitement légale et prévue par les textes fondateurs. Cette procédure extraordinaire n'a jamais, absolument jamais été formellement invoquée dans toute l'histoire constitutionnelle américaine depuis son adoption il y a près de 60 ans.